Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Plusieurs nouvelles économiques en ce début d'année. On va revenir évidemment sur ce qui s'est passé à la fin de l'année, soit le budget 2026 de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On va en parler avec M. Michel Milot, qui est le président directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. M. Milot, bonjour. Bonjour. Il n'est pas trop tôt pour se souhaiter, pas trop tard pour se souhaiter bonne année. Hein? Ben non, il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Jamais trop tard. Bon, j'en parlais donc, il y a plusieurs nouvelles. On va parler du budget qui a été déposé donc par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Quelles sont vos premières réactions à ce budget-là? En fait, la réaction de vos membres face à ça. Bien, tu sais, la chose qui ressort le plus, c'est qu'on a déjà eu beaucoup d'augmentations dans le passé, 11,75 et disons que particulièrement les 4 dernières années, la hausse a été quand même assez marquée du côté industriel. Donc, c'est surtout ça qui en ressort. Cependant, on comprend que la Ville aurait pu augmenter davantage parce qu'il y a une équation là, qui se fait là, à partir de la taxe résidentielle qui s'en va vers le commercial et l'industriel. Si ma mémoire est bonne, aux alentours de jusqu'à 5 fois que la loi leur permet. Donc, la Ville aurait pu être plus gourmand. Cependant, ils ont laissé un petit gap. C'est surtout le deuxième stage de taxation là, qui vient faire gricher des dents là, pour les entreprises, pour les bâtisses là, à haut volume. Là. Quand on parle de deuxième stage, peut-être pour les gens qui connaissent un peu moins là-dedans, là, c'est que vous êtes taxé à 2 niveaux? À 2 niveaux. Là, malheureusement, je n'ai pas les chiffres. Mais ça, sans tomber dans les chiffres, mais c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Il y a 2 niveaux. Là. Le premier X 1000 de la valeur de la bâtisse, il y a tant de pourcents. Après ça, le deuxième suivant, il y a une autre taxation. Okay. Là, il y a 2 stages de taxation. Ça, si ma mémoire est bonne, c'est nouveau depuis environ 2 ans ou 3 ans. Là, qu'il y a ces 2 stages-là. Donc, mais en général, vous l'acceptez quand même bien, le budget. Là. Il y a des choses qui vous chicotent, évidemment, au niveau industriel, mais globalement, vous l'acceptez assez bien? Globalement, on l'accepte très bien, le budget. On comprend. Tu sais, on a eu un développement économique au ralenti les 10-12 dernières années. Donc, c'est sûr que la vie continue à monter, etc. Puis moi, j'ai toujours dit l'importance d'un développement économique, que ce soit commercial et industriel, et de là l'importance pour diminuer le taux de taxation à la tarte entière, si on peut le dire comme ça, là. Mais l'équation entre le résidentiel, l'industriel, le commercial est très important. Donc, je pense que le nouveau cabinet là, va travailler là-dessus. Oui, d'ailleurs, le maire Latour qu'on a reçu ici à quelques reprises mentionne que c'est important pour lui là, de créer, là, d'amener de nouvelles entreprises, de nouvelles industries. J'imagine que vous lui avez parlé depuis son élection. Comment vous voyez les choses? Vous êtes positif là-dessus? C'est très positif. Il y a eu le même discours avec la Chambre de commerce. Là, je l'ai rencontré avec les 2 présidents, là, la jeunesse et le conseil d'administration régulier. Et puis, c'était le même discours. Là, il va amener des nouvelles industries. Puis, il y a un optimisme, là, puis il y a une vision de développement économique que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, puis que j'ai hâte de voir comment ça va se concrétiser. Mais est-ce que le niveau de taxation pourrait être un frein au niveau des investisseurs ou pas tant que ça, non? Non, parce que c'est comparable, puis je dirais même qu'on n'est pas dans les villes les plus taxées. C'est sûr que quand on regarde ce qu'on paye avant, ce qu'on paye maintenant, puis si on fait la comparaison avec les autres villes, on est encore attractif. Ouais. Il y a un autre dossier que vous avez commenté récemment. Peut-être que pour le commun des mortels, là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est très important pour les entreprises. C'est en fait ce projet de loi là, que Québec a amené pour réduire la paperasse au niveau des entreprises, la paperasse dite inutile. Peut-être nous parler un peu de ce projet de loi-là et qu'est-ce que ça va aider techniquement pour les entreprises? En fait, c'est le projet de loi 11. Ce projet-là, il est moi, je l'appelle le 2 pour 1. J'aime bien le nommer comme ça. C'est que chaque mesure que le gouvernement va mettre en place en obligeant les entreprises, les entrepreneurs à faire un document ou de la paperasse, devront en réduire de 2. Donc, ça va devenir, avec le temps, alléger toute la paperasse. Ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième, c'est la durée des permis et des autorisations qui vont être prolongées. Donc, beaucoup moins de paperasse à remplir régulièrement pour prolonger tes permis et puis prolonger toutes tes autorisations que tu as besoin pour opérer une entreprise. Et le troisième volet, c'est d'être cohérent puis d'alléger tout ça quand on appelle au gouvernement
tu parles avec quelqu'un, puis que tu te retournes faire tes devoirs, puis que tu as besoin de rappeler, ils n'ont pas toujours le même discours. Et ça, c'est frustrant pour l'entrepreneur ou pour la personne qui va appeler. Donc, il va y avoir une cohérence puis un allègement dans tout ce processus-là. Donc, il va y avoir plus de temps à consacrer à la gestion de l'entreprise, peut-être aussi de l'argent sauvé parce qu'on va avoir moins d'administratifs à faire. Donc oui. c'est de bonnes nouvelles. C'est de très bonnes nouvelles. Puis souvent, les entrepreneurs, si l'entreprise est moindrement grosse, vont payer le comptable, vont payer quelqu'un pour faire toutes ces démarches-là, ces demandes de permis. Donc, c'est des frais. Alors, quand on regarde le projet de loi, bien, ça va être tout... c'est une très bonne nouvelle pour l'entrepreneur. Est-ce qu'il y a eu des mémoires de déposer pour ce projet de loi-là par les chambres de commerce? Oui, la Fédération a déposé, Fédération des chambres de commerce du Québec a déposé une mémoire et on salue là, le chemin qui a été fait là, depuis longtemps qu'on demande. Ça fait plusieurs années qu'on demande. Donc, ça devrait être adopté à la prochaine session parlementaire? On l'espère. Oui, on l'espère. Bon. On va parler aussi d'une activité que vous allez organiser. C'est le panel économique le 21 janvier prochain. C'est quelque chose d'important pour vous. Là. Il y a 2 invités qui vont faire partie là, de ce panel-là. Oui, c'est ça. Cette année, on change la formule un peu. Ça faisait plusieurs années. On a eu au début, on avait une personne de BDC. Ensuite, on a eu une personne de Desjardins pendant 3 ans. Cette année, on a décidé de changer un peu la formule, puis on va aller avec un panel économique. Donc, on va avoir une personne de Desjardins, on va avoir une personne de la BDC et une personne de la Fédération des chambres de commerce du Québec qui va venir justement appuyer par les demandes de la Fédé, la mémoire qu'on parlait tantôt, mais va venir renchérir puis discuter. Donc, ça va être beaucoup plus attractif et intéressant que quand c'est un panel plutôt que quelqu'un qui présente son PowerPoint et qui nous compte ce qui est... Ça va être plus en discussion, là, c'est ça? Exactement. Oui. OK. Donc ça, c'est le 21 janvier, ça 21. Se passe à la Corporation du Phare Saint-Jean, à la Corpo. Puis les gens peuvent y participer, là, ils ont donc à acheter leur billet pour... C'est déjà en ligne, c'est déjà prêt pour les gens. Parfait. Avant de parler du gala, l'excellence qui s'en vient, parce qu'il y a les mises en candidature qui s'en viennent, c'est pour ça qu'on va en parler. Mais quel serait peut-être le bilan que vous faites de 2025, puis des objectifs que vous souhaitez avoir pour 2026? Le bilan de 2025, c'était une année assez au ralenti globalement quand on regarde l'économie. Là, pas beaucoup de nouvelles ouvertures de commerce. Très, très au ralenti. Les gens étaient très prévoyants, faisaient attention. C'était une année... de prudence, peut-être? De prudence, exactement. Puis Trump a comme amplifié cette prudence-là, naturellement. Puis nous, on était chanceux parce qu'on a des entreprises qui sont touchées, mais pas tant que ça par toutes ces mesures-là. Donc, puis pour 2026, moi, je pense que le premier début de l'année, le premier 6 mois va être encore avec prévoyance, puis faire attention. Puis après ça, je pense que ça va commencer à repartir graduellement. Est-ce que vous parliez des effets de Trump? Est-ce que vous parlez de la deuxième partie de 2026, mais peut-être plus fin 2026, si jamais... là, on fait la politique internationale, mais ça nous touche quand même. Si jamais le président américain perdait, par exemple, le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants, qui se devenait démocrate, donc il aurait moins de pouvoir, est-ce que ça pourrait aider nos entreprises? Bien, je pense que oui, parce que, tu sais, les Américains, ils souffrent eux autres aussi de toutes ces mesures-là. Parce qu'on va se le dire, la vraie vérité, c'est que le Québec a boycotté beaucoup de voyages aux États-Unis. Ils ont boycotté plein de choses dans les derniers mois. Donc, les Américains, eux aussi, sont touchés par ça. Je pense... Puis c'est pas vrai qu'ils sont tous en accord avec ces décisions. Non, il y a de plus en plus de réticence, même au niveau républicain. Bon, on va donc revenir parler du Gala de l'excellence. Bon, c'est le 5 juin, mais la période de mise à candidature, quand même, s'en vient à grands pas. C'est à partir du 26 janvier. Peut-être nous parler un peu de tout ce processus-là. Exactement. Bon, fait que les dépôts, ça commence le 26 janvier jusqu'au 13 mars. Ensuite de ça, vers la fin mars, aux alentours du 25, vont débuter les présentations devant jury. Très simple pour déposer la candidature, un cahier de 2 pages minimum. Tu peux inclure des photos. On a quelqu'un qui fait de la rédaction. En fait, il faut que tu vendes ton entreprise, tu décris ton entreprise, puis après, tu viens vendre ton entreprise. Pourquoi tu devrais gagner? Puis c'est pas long, là, c'est 15 minutes devant le jury. Fait que c'est très, très rapide.
Et puis, il y a une belle visibilité. Là. Il y a de la TV, il y a de la radio, il y a du journal, il y a des réseaux sociaux. Donc, la visibilité est immense. On revient encore avec nos 14 catégories. On a simplifié un peu notre site. Et cette année, une nouveauté qu'on a dans les documents, on demandait une confirmation soit de la banque ou du comptable, comme quoi que ta situation financière est en santé. Maintenant, on va juste demander que tu ailles sur Mon dossier au gouvernement du Québec, puis que tu nous imprimes comme quoi que toutes tes choses sont payées, que ton dossier est en ordre. C'est tout ce qu'on va demander cette année. Fait que 2-3 clics, 2-3 minutes, puis tout est là. L'année passée, est-ce que vous aviez eu combien de mises en candidature? De mémoire, parce que j'ai l'autre d'avant, on a eu une 60aine l'année passée. C'est pas mal toujours autour de ça, entre 60 et 72 que ça joue, 75, pas mal toujours la même quantité. Puis après ça, bien, dans les 14 catégories, on les scinde, dépendamment la grosseur des entreprises puis le nombre de dépôts qu'on a eu. Donc, les gens peuvent avoir l'information de toute façon en allant sur le site de la Chambre de commerce. Oui, exactement. Dans l'onglet Gala, tout va être là, à partir du 26. Bien, M. Mineault, merci beaucoup. Merci. Et puis, on va vous souhaiter une bonne année 2026, là, que la prudence se transforme peut-être en, comment je dirais ça, en audace. En audace, en plus d'audace. Pour générer un peu plus d'économie, puis le dynamisme aussi que ça prend pour Saint-Jean-sur-Richelieu et le Haut-Richelieu en général. Oui, dans notre belle ville, puis n'oubliez pas, il faut être local. Soyons local, s'il vous plaît. Oui. Merci beaucoup, M. Mineault. Merci, bonne journée. On fait une courte pause et on revient tout de suite après. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Avec mon prochain invité, on va vous parler d'un organisme qui connaît beaucoup de prospérité à Marieville ces derniers temps. Il s'agit de l'organisme Éducato et on en parle avec le directeur, M. Jacques Tétrault. M. Tétrault, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Quand je parle de belle prospérité, là, vous avez tenu récemment votre assemblée générale là, et on a remarqué, en fait, vous avez souligné là, la prospérité de l'organisme au cours particulièrement de la dernière année. Peut-être nous parler un peu justement de ce qui ressort de la dernière année de l'organisme. De ce qui ressort vraiment, il y a 2 points. Un, c'est au niveau des équivalences. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu au courant d'équivalence secondaire 3, secondaire 5, donc pour aller au DEP et puis au marché du travail. Et puis, avec la pandémie, là, on se retrouve avec des jeunes qui ont fait l'école à la maison surtout. Donc, ils ne sont pas vraiment adaptés ou avec les outils nécessaires pour être capables de réaliser des études. Et même au niveau des équivalences, même si on a les offres de l'aide, là, ils ne sont pas prêts encore. Là. Donc, parce qu'on n'est pas à l'école. L'aide n'est pas la même à la maison qu'à l'école. Non, puis il y a le contexte aussi à la maison. Tu es tout seul alors qu'en classe, bien, tu dois socialiser puis apprendre à travailler avec les gens puis à coopérer. Donc ça, là, on a eu beaucoup de demandes. Pas beaucoup de réussite, mais on comprend un petit peu la situation. Ça va être plus sur du long terme, mettons, pour eux autres. Oui, c'est ça. Parce que votre organisme, là, travaille sur l'alphabétisation chez les jeunes. Oui. C'est un combat que vous menez d'ailleurs personnellement depuis plusieurs années. Depuis 1974. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est quoi la définition de l'alphabétisation, peut-être pour expliquer aux gens, là, parce que c'est la difficulté à lire et à écrire, là, mais ça peut être plus complexe que ça. OK, c'est lire, écrire, compter et aussi l'informatique. Donc, tout ce qui est outils qu'on a besoin dorénavant pour travailler, là, pour aller sur les sites, pour réclamer l'assurance chômage ou pour s'inscrire à une garderie. Si vous ne connaissez pas l'informatique, vous n'aurez pas de place en garderie. Là. Ouais, donc, ça concerne tout ça. Là. Bon.
Donc, votre organisme aide les élèves, les enfants qui ont donc la difficulté à lire et à écrire. On va simplifier ça comme ça. Mais par la bande aussi, on aide les parents. Oui, c'est ça, à vivre cette situation-là avec l'enfant. Hein, mais ça? puis à les préparer à être capables d'aider leur enfant. Parce que souvent, on a des parents qui ne sont pas non plus très scolarisés. Donc là, il faut tranquillement les équiper des outils pour être capable d'aider le jeune. Oui, c'est ça. On va en parler parce que vous y connaissez bien. On dit souvent que les gens qui ont de la difficulté à lire et à écrire, souvent, c'est parce qu'ils manquent d'éducation. Mais c'est plus complexe que ça. C'est pas nécessairement un manque d'éducation. Il y a quelque chose de moins simple que ça là, à expliquer. Là. En fait, c'est comme si... J'ai un flash comme ça, c'est là. C'est comme si... Les autres, ils ont juste appris à marcher. Ils n'ont pas encore appris à courir. Ouais. Mais on ne les a pas mis dans une situation où ils pourraient continuer à progresser, là. Moi, ce qui me choque le plus, c'est quand un jeune n'a pas fait son devoir, puis que là, on le chicane parce qu'il n'a pas fait son devoir, alors qu'il a juste besoin d'aide. C'est une demande d'aide qu'il a et non pas je ne veux pas le faire parce que je suis réactionnaire à l'école. Ça n'a aucun rapport, là. Oui, exactement. Donc, la mission première, donc, c'est d'aider ces gens-là à vivre dans la société, dans le fond. Oui. Et puis, on a un deuxième volet qui, là, c'est plus personnel, parce que moi, ça fait 30 ans que je travaille en aide à l'apprentissage. Donc là, c'est vraiment des familles du primaire et du secondaire aussi, là. Et non pas juste pour les équivalences. Donc, on a développé depuis 10 ans, on a développé un deuxième créneau, mettons. OK. Le groupe d'âge là, que vous aidez particulièrement, c'est les scolaires primaires? Non, c'est vraiment secondaire. Oui, secondaire? Oui, au secondaire, oui. OK. Donc, il y a l'étape du primaire et là, les difficultés arrivent au secondaire. C'est là que vous remarquez le plus? En fait, ils sont déjà au primaire. Ouais. Ils sont déjà au primaire, mais nous autres, notre clientèle de bouche à oreille, c'est surtout le secondaire. OK. Mais là, actuellement, moi, on est deux à travailler avec le CLSC puis le DPG sur des familles en difficulté. Donc là, on a, mettons, une quinzaine de jeunes du primaire, mais on en a, mettons, une soixantaine au secondaire. OK. Donc, votre clientèle, votre clientèle est référée par les écoles, je pense, hein? Ou par les parents. Comment ça fonctionne? C'est vraiment la bouche à oreille. Et puis, moi, je suis directeur depuis 10 ans, puis là, j'ai beaucoup travaillé sur que les gens nous connaissent. Surtout connaissent nos résultats. En connaissant nos résultats, bien, là, ils sont intéressés d'avoir nos services, là. Ouais. Est-ce que le problème est plus visible chez les garçons que chez les filles, par exemple, ou c'est à peu près équivalent? Oh, ça, c'est une bonne question piège, ça. Je n'ai pas ça en statistique, là. Non, mais pas en statistique, mais... Je pourrais pas dire. Mettons peut-être une petite majorité pour les garçons. Parce que souvent, on dit que les garçons ont plus de difficultés à l'école que les filles. Ouais. Donc je m'imaginais que ce phénomène-là pourrait être ressenti plus chez les garçons que chez les filles. Ouais. Mais peut-être. Il faudrait que je vérifie là, à ce moment-là. OK. Mais c'est pas statistiquement prouvé que c'est ça. Là. Ben, en fait, si je regardais dans mes statistiques, je pourrais vous le dire, là, mais je ne sais pas. Là. OK. Donc, c'est à peu près 200 personnes à peu près que vous aidez par année. Au moment où vous les prenez en charge, qu'est-ce qui est fait pour les aider justement là, à s'intégrer dans il y a une évaluation qui est faite. Au niveau des équivalences, donc l'enseignante les rencontre la première fois, les évalue, leur donne le matériel. Au niveau de l'aide primaire-secondaire, ça, c'est mon domaine avec une autre personne. Moi, je fais une rencontre de 2 heures, 2 heures et demie avant élèves et parents. Donc, j'explique à l'élève comment il apprend, comment ça fonctionne l'apprentissage pour que le parent puisse être capable de lui aider. Puis souvent, les parents pensent que le jeune était paresseux alors que c'est juste qu'il n'y a pas les bons outils. Puis avec les bons outils, on fait des miracles. Oui. Mais est-ce que c'est plus difficile à apprendre lorsqu'on atteint un certain âge? Est-ce que c'est pas plus facile d'apprendre quand on est jeune que quand on est adolescent ou adulte? Pas vraiment. Non? Si vous avez les bons outils, si je vous les donne à 20 ans, vous allez voir que vous allez vraiment comprendre comment fonctionne l'apprentissage. D'accord. Et est-ce que les résultats sont probants, des témoignages de gens qui ont passé par chez vous? Oui, c'est vraiment impressionnant. Entre autres, j'ai eu une jeune qui a 14 ans qui n'a pas fait sa 6e année, sa secondaire 1, marqué 2 ans d'école.
Et puis, il s'en allait pour la DPJ. Et puis, en fin de compte, elle a réussi à secondaire 2, secondaire 3, puis cette année, elle a réussi brillamment sur secondaire 4. Là. Mais on a juste fourni des bons outils au bon temps quand le jeune en a besoin. Puis, un des problèmes que je trouve dans la façon de préparer les enseignants ou les gens qui sont responsables, il faut que le jeune fasse la demande d'un service. Comment peut-il faire la demande d'un service quand tu n'as pas les mots pour le dire? Donc là, avec ma jeune qui a manqué 2 ans d'école, je lui posais des questions, je donnais les réponses, je l'ai équipée en mots pour être capable d'exprimer ce qu'elle a besoin. Ouais. Et puis, c'est une personne transformée incroyable. Bon. Quand on dit qu'on a de la difficulté à lire et à écrire, est-ce que, bon, évidemment, ça prend de l'aide, mais est-ce que les gens en sont d'abord conscients qu'ils ont de la difficulté? Et par la suite, est-ce que vous voyez de la réticence, pas une réticence, mais je n'irai pas jusqu'à dire honte, mais d'avoir peur d'en parler de ces problèmes-là, parce que c'est pas évident là, de dire à quelqu'un, bien, je ne sais pas lire et je ne sais pas écrire. On s'est posé la question récemment, là, on voulait faire créer un organisme qui va travailler à l'alphabétisation. Okay. Mais les gens qui se débrouillent très bien, même s'ils ne sont pas très scolarisés, eux autres, ils vont bien, là, ils n'ont pas de problème. On peut bien leur dire, vous avez un problème, mais ils ne savent pas qu'il y a un problème. Il est bien d'articuler, ça va bien, il y a des bons services. Donc, les gens ne le savent pas. Ou même ceux qui en sont. Le meilleur exemple de ça, c'est l'entraîneur Jacques Demers, qui ne savait pas écrire. Et qui donnait toutes ses tâches à ses adjoints sans que personne sache qu'il ne savait pas écrire. Oui, exactement. C'est l'exemple que j'ai donné d'ailleurs. Oui, à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Donc, ces gens-là vont réussir à se débrouiller quand même lorsqu'ils sont bien entourés, par exemple. Ils vont trouver des moyens de réussir à vivre dans la société sans nécessairement que ces gens-là connaissent le problème de la personne. Exactement ça. Donc, la personne qui pourrait être un chef d'entreprise, mais qui délègue ses fonctions administratives d'écriture aux bonnes personnes, puis aucun problème, il va se débrouiller. Mais il ne se sent pas malheureux pour ça. Non, là. Il ne se sent pas malheureux pour ça. Là. Tout à fait. En fait, lui, M. Demers ne s'en cachait pas, mais il ne le disait pas. Non, et puis, il faisait simplement attribuer ces tâches-là à ses adjoints, puis il a réussi une belle carrière. Il a plus bien réussi. Je pense qu'il a bien réussi. Donc, vous êtes impliqué depuis plusieurs années. Vous avez même écrit, je pense que vous venez de paraître un 2e livre là-dessus. Là, je suis à la recherche d'un éditeur. Alors. OK. Donc, ça, c'est un résumé de mes 52 années d'expérience, où je continue encore depuis 10 ans. Là. Et puis, donc, c'est sur la formation des enseignants. Moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est mon certificat d'animation. Comment animer une classe? Si une classe est agitée quand elle arrive, ça me donnerait de commencer à donner un cours. On va d'abord gérer le climat, qu'est-ce qui s'est passé. Apprendre à travailler avec les gens avant d'apprendre à travailler avec la matière. Donc, ça, pour moi, c'était vraiment un gros problème au niveau de la formation. Et puis, dans le livre, j'en parle d'ailleurs, depuis 1990, que les universités savent qu'elles ne donnent pas la bonne formation. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on continue, parce que c'est un gros lobby. Il y a beaucoup de lobbying au niveau des universités. Donc, le livre que vous avez publié en 2010, c'est sur la formation? Là, c'est sur l'apprentissage. L'apprentissage? L'apprentissage, oui. Donc, c'est parce que j'ai ma fille qui, normalement, dans le cursus régulier, aurait dû doubler chaque année du primaire. En fin de compte, elle a doublé 2 ans, puis elle devait faire un secondaire 1 à 16 ans puis quitter l'école. Elle a réussi un secondaire 5 plus 2 DEP. C'est ça que le livre raconte. Tous les petits problèmes qu'on a eus, comment on les a réglés. Puis c'est pas parce qu'un élève ne fait pas un devoir qu'il ne veut pas le faire. Il dit « j'ai besoin d'aide ». Donc, être capable de répondre aux jeunes quand tu as besoin de l'aide et non pas « là, je fais le souper, je ne peux pas t'aider ». Ça ne marche pas, ça, au niveau de l'apprentissage. Non, c'est ça. Parce que ces gens-là sont déjà frustrés de faire face à une situation qu'ils ne peuvent pas régler. Si en plus, on ne les aide pas, bien... Oui. Puis justement, j'ai un exemple là, que j'ai donné récemment au niveau d'intelligence artificielle. L'enseignante me dit, bien là, les élèves vont ramasser des idées pour les animaux d'hiver, puis là, il faudrait créer un roman avec ça, faire une histoire. Elle dit, peux-tu prendre l'intelligence artificielle? Je dis, bien oui, ça va donner un exemple à tes jeunes de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Parce que moi, si je n'ai pas d'exemple, je ne suis pas un bon producteur. Moi, ça me prend des exemples, je suis fait comme ça. Donc, mes jeunes qui ont besoin d'exemples, on leur donne les exemples, on les accompagne après. Donc, déjà dès le primaire, on pourrait utiliser l'intelligence artificielle intelligemment. Oui.
Effectivement. Effectivement. Et le second livre, donc là, vous êtes à la recherche d'un éditeur, c'est aussi sur l'apprentissage? Non, c'est vraiment sur la formation des enseignants. Formation, celle-là, oui. OK. Qui, effectivement, est sur l'apprentissage. Intuitivement, j'ai fait des tonnes de bonnes choses que j'ai pu vérifier par la suite. Donc, est-ce que les bons enseignants sont des gens très intuitifs, puis qui ont la bonne intuition? Mais j'en ai qui sont moins bons, là. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait avec eux autres? Donc, il n'y a aucune évaluation qui se fait au niveau des enseignants. Donc, vous êtes toujours à l'aveugle si vous envoyez votre jeune à l'école. Bon. Là, je ne vis pas cette situation-là, mais si, disons, je suis en présence de quelqu'un qui a ces problèmes-là et qui veut de l'aide, sans lire vos livres de référence, quelle serait la première chose à faire pour aider ces personnes-là? Parce que c'est pas d'écrire la réponse, et c'est pas de dire la réponse qui est nécessairement la meilleure solution. OK. Vous parlez pour le jeune qui a besoin d'aide, là? Oui, OK, c'est parfait. Moi, je dis toujours à mes jeunes, si tu as un devoir à faire et que tu n'es pas prêt à le faire, c'est mieux de prendre le devoir de quelqu'un qui est bien fait et de le copier. En partant, tu as déjà une bonne mémorisation. OK. Donc y aller par la mémorisation. Oui, bien oui. Donc, autrement dit, l'enseignant en classe qui explique quelque chose, là, mais mes élèves qui ont plus de difficultés, eux autres, faites juste le refaire ce soir, ce qu'on a expliqué. OK. Pour ceux qui vous êtes meilleurs, vous autres, si vous voulez faire des problèmes, je peux vous en donner, puis vous allez avancer là-dedans. Mais sécuriser la base de l'apprentissage, ça, c'est vraiment l'important. OK. Donc, premier geste, donc, d'y aller par la mémorisation, oui. de prendre un exemple concret Je le mémorise. Et d'y demander de l'appliquer. Oui. Et par la suite, là, je peux le comparer à un autre, puis là, regarde, on fait ça comme ça, puis là, avec lui, je peux faire des liens, là. Bon. Pour venir à Éduquetou, il nous reste une minute. Oui. Donc, ça a été créé, je pense, par le Centre de services scolaires. En 1985, oui. C'est ça. Oui. Et on fait un peu de francisation aussi. Oui, c'est ça. OK. Et puis l'année passée, comme il y a eu des restrictions budgétaires, donc on a doublé notre clientèle là, de 35 à 70 l'an passé. Oui. Oui. Bon. Bien, M. Tétrault, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette problématique. Et je sais que les élèves sont entre bonnes mains avec votre organisme. Et puis, longue vie à Éducatou. Et puis, j'espère que vous allez vous trouver un éditeur là, pour votre second livre. Un gros merci, M. Tremblay. Merci beaucoup. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHH. Je vous souhaite un bon week-end, mesdames, messieurs. À la prochaine. Au revoir.